C'est le monde en temps réel. Cinderella, salut. Donc, les autres sont connectés. On va accueillir Madame Clémentine, Mademoiselle Clémentine Kiakou. Ayam Waidade Mbouyite, salut. Christiani, Stacy V, salut. RCABL, salut. Amour de Lova, salut. Donc aujourd'hui, dans le monde en temps réel, on va parler de réalité, on va parler de féminicide. C'est un terme que je ne connaissais pas. Donc bonsoir, Audrey02 Lavézi, merci. N Priska, salut. Donc c'est un terme que je ne connaissais pas. Je pense qu'il y a certains aussi qui ne connaissaient pas ce terme. Féminicide, ce sont les crimes qui sont... alors comment expliquer? Commis envers les femmes. Voilà, des crimes commis envers les femmes. B-Lifestyle, salut. Angelos Triple K. Flor Toko, merci. Nairland, salut. Fran Glams. Donc, j'attends que mon invité se connecte. Comme ça, je vais la prendre sans plus tarder. Et comme ça, elle va nous faire un récapitulatif de son histoire, qu'on entend en tout cas beaucoup parler en ce moment. Et ensuite, on lui posera des questions. Ok, on lui posera des questions et elle va parler franchement, ouvertement. Donc, c'est bon. Mario Kenge, bonsoir. Bonsoir Sephora Grace, salut, merci beaucoup. Adèle Atassi, c'est gentil, merci beaucoup. Qui est-ce qui est là? Amélie Ayam, MS Agency, LBbo, LBMbo 02. Oh, AKMT, salut. J'ai vu la vidéo de l'invité sur Origine, un témoignage tragique. Ah, la voici, la voilà. On va la prendre sans plus tarder. Le monde en temps réel aujourd'hui, c'est pour... Voilà, parler de féminicide. L'invité, Clémentine Kiakou, elle va voilà, se connecter sans plus tarder, Paris. Bonsoir. Bonsoir. Salut, salut. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. Merci beaucoup. Je vais vous laisser vous présenter aux personnes qui sont connectées et ensuite on va pouvoir commencer. D'accord. Moi, c'est Clémentine. Certaines m'appellent Clémentine, certaines m'appellent Sœur Elonga. Je vis plus précisément à Liège et j'ai été victime de féminicide en 2015. D'accord. Aujourd'hui, donc, on va parler de votre histoire. C'est vrai que l'histoire, elle est beaucoup, comment dire, elle circule beaucoup sur les réseaux. Mais je pense que tout le monde, comment dire, n'a pas les réseaux sur lesquels la vidéo a été donc partagée. D'autres ont entendu aussi, ont vu cette émission que vos parents aussi ont fait. Moi, je me souviens de vos parents, en fait, et je vous avais jamais vu. Donc aujourd'hui, c'est de vous qu'il s'agit parce que ça parle de vous partout sur les réseaux. Mais peut-être que certaines personnes ne connaissent pas votre histoire. Donc, par respect pour ceux qui sont connectés, pour qu'ils puissent comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui, vous allez nous donner, si vous le voulez, donc un récapitulatif de ce qui s'est passé. Donc, c'était en 2015. Et ensuite, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de poser des questions. Comment ça se passe après? Ok, qu'est-ce qui s'est passé pendant pour votre enfant? Donc, il y a des questions vraiment profondes. Est-ce que tu me donnes la permission déjà de faire rentrer des gens pour les personnes qui voudraient qu'on échange vraiment, pas faire de débat, mais qu'on puisse rentrer dans la profondeur par rapport au féminicide qui t'est arrivé? Bien sûr, c'est pour ça que je Ouais, suis là. super, super, c'est cool. Donc, voilà, ben, je te laisse alors prendre la parole, nous raconter ce qui s'est passé. Et au fur et à mesure, il y aura des questions. Donc, merci d'être ouverte, quoi. Merci. D'accord. Merci déjà, Patricia, de m'avoir invitée à ton émission. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis Clémentine, victime de féminicide en 2015. Je suis mère et mon histoire s'est déroulée plus précisément ici, dans la ville où je vis actuellement, c'est à Liège. D'accord. Donc, j'ai été immolée vivante par mon ex-mari, un homme avec qui j'ai fait 6 ans de vie commune. On était mariés et on avait un enfant à cette époque-là. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que monsieur était violent, physiquement, verbalement, jusqu'à aller toucher le psychique, en fait. Et c'était comme une emprise pour moi. C'est comme si j'étais sous une emprise parce que
malgré les on-dit, malgré les conseils des amis, les conseils de ma famille, de ma mère plus précisément, je n'ai pas su me détacher de cet homme-là. Comme j'ai dit dans certains de mes témoignages, il y a cette relation toxique que nous avons avec le monsieur à cette époque, qui était, je cite bien, la cigarette, les joints, la boisson et tout ça. Et c'est ce que je pourrais dire aujourd'hui qui nous rassemblait le plus. Ce pour lequel on s'était mis en relation, c'était vraiment plus pour ça. Et ma famille s'était rendu compte justement de cette relation toxique. Et tout le monde tout autour de moi, justement, me disait, il faudra mettre fin. Il faut mettre fin à cette relation si tu veux être bien. Jusqu'au point où on m'a demandé de faire un choix entre amis, famille et la personne. Et le choix à cette époque était clair. J'avais choisi justement cette relation toxique. Jusqu'au jour où, après le mariage, bien sûr, parce qu'une fois qu'on s'est marié, voilà, juste au moment où je parle, mes oiseaux se réveillent. Ouais, je vois des oiseaux derrière. Hallucinant, c'est beau. J'espère que ça ne dérange pas trop. Non, non, c'est des perroquets. Ils vont parler aussi ou ça va aller? Non, ils ne vont pas parler. Ce sont des cacarikis, ça ne va pas parler. D'accord. Voilà. Il y aura du bruit. On vous entend bien, ça va. On t'entend bien. On m'entend très bien, ben, Yeah. tant mieux. Yeah. Donc, juste après le mariage. Déjà, au moment du mariage, c'était compliqué. Parce que ma maman s'était totalement opposée à ce mariage-là. Ma maman refusait ce mariage-là au point de demander au pasteur qui était en charge de ça, est-ce qu'on peut comment dire, reporter le mariage? Est-ce qu'on peut juste faire le coutumier sans aller plus loin? Et c'était vraiment, elle voulait un stop à ça. Mais aveuglée, je n'ai pas compris. Et juste une année après le mariage, ben, c'était de pire en pire. Vraiment de pire en pire, l'emprise. Euh, Poser les mains sur moi devant l'enfant, partout. Les personnes qui nous ont connus savaient que ça pouvait dégénérer à n'importe quel moment. Voilà. Qu'il y ait des invités, qu'il n'y ait pas des invités, qu'on soit seul, qu'on soit dehors, ça pouvait dégénérer à tout moment. Parce que c'était une personne très, très, très violente. Et donc, début 2015, j'ai décidé justement, après 6 ans de vie commune, de mettre fin justement à cette relation. Je me suis dit, pour mon bien, pour le bien de mon fils, j'ai un petit garçon, j'aimerais pas qu'il reproduise les mêmes choses. Je préfère. À ce moment, j'avais même pas parlé de divorce. À ce moment, j'avais parlé de qu'on essaye de se voir, comme les jeunes disent, faire une pause. Qu'on essaye de se voir un peu loin. Est-ce que tu saurais vivre sans moi? Est-ce que je saurais vivre sans toi? Yeah. Pour voir si ça peut fonctionner, si ça ne peut pas fonctionner. Est-ce qu'on va se remettre? Est-ce qu'on va pas se remettre? Mais on ne va pas parler de divorce directement. Ok. Et donc, vu que lui ne voulait pas partir, moi j'ai pris le devant, je suis partie. J'ai quitté mon domicile familial, j'ai pris mon fils, je suis venue chez une amie qui était d'accord de m'accueillir ici à Liège. Je suis restée avec mon fils. Au départ, je me disais, ben, il reste à la maison, au domicile, il reste à la maison. S'il faut que je vienne, s'il faut qu'il vienne. Donc, qu'on puisse se voir et trouver un terrain d'entente pour le petit. Mais il m'a très bien fait comprendre que c'était pas ça que lui il voulait. La relation devait continuer, il n'y a pas de pause. Quand tu es marié, il n'y a pas de pause. Non, pour lui, c'était pas d'accord, on n'était pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré partir lui aussi à son tour, donc abandonner la maison familiale. Okay. Et quand il est parti, je peux même dire que c'était comme un petit vadrouille. Il vadrouillait un peu partout. Des fois, il était à Liège, des fois, il était à Bruxelles, des fois, il était à Paris. Et jusqu'au moment où il est vraiment allé bien s'installer à Paris. Je vais sauter les étapes parce que c'est vraiment long. On a commencé à discuter pas pour la garde de l'enfant, parce que voilà, il n'avait pas d'endroit fixe. À cette époque, moi non plus. J'avais pas d'endroit fixe. Je cherchais justement à me stabiliser avec mon fils. Donc, on a commencé à se voir, à parler au téléphone, bien sûr, parce que lui, il était à Paris, j'étais ici en Belgique. Jusqu'au moment où il a commencé à me faire voir ses idées de partir, nanani, un aller sans retour, que je ne pouvais pas l'interdire son fils. Je lui ai bien fait comprendre, je ne pourrais jamais te faire interdire le petit, donc tu as accès. Mais j'ai coupé cet accès lorsque j'ai appris justement le plan qu'il me réservait en fait.
je peux dire qu'il réservait aux petits et à moi. Parce que son frère, qui est en France, qui l'avait logé, l'a surpris justement en train de parler au téléphone et de dire tout ce qu'il voulait faire, tout ce qu'il avait mis sur plan, quoi, à faire, à réaliser pour qu'il se sente bien. Donc ce frère-là m'a mise au courant en me disant, bah, écoute, il y a ça, 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 ça. Fais attention pour ton fils et pour toi. Donc chose que j'ai commencé à faire et chose qui m'a poussée aussi à aller vers la police liégeoise pour demander, parce qu'à ce moment-là, aujourd'hui on parle de féminicide, mais je suis sûre et certaine, il y a beaucoup de personnes qui vivent l'étape où je suis passée, mais qui ne savent pas comment recourir, là où courir, ou là où aller se protéger. Qui peut me protéger? Est-ce qu'il y a des organismes qui peuvent me protéger? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone? Et moi, à cette époque, je n'étais au courant de rien. Que les femmes battues existaient. Pourquoi? Parce que je trouve que la publicité n'y est pas. Je trouve que les gens ne sont pas sensibilisés. En fait, tant que ça ne t'arrive pas, tu ne t'intéresses pas à ça. Exactement. Et c'était mon cas. J'étais en relation, je vivais ma vie, je n'étais pas intéressée en me disant oui, un jour il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. S'il y a ça, qu'est-ce que je fais? Donc je pars voir la police de Liège en espérant justement qu'ils vont m'orienter ou qu'ils vont me dire bah, écoutez, madame, pour telle situation, nous, on a ça dans notre commune et vous pouvez aller vous rendre là ou je ne sais pas quoi. Personne ne m'a orienté. On m'a laissé sur mon propre sort. J'ai beau porter plainte, on m'a laissé sur mon propre sort. Je ne vais pas faire le topo de la police liégeoise ou de la police belge dans ce direct, mais en tout cas, il n'y a pas eu de protection. Jusqu'au moment où le monsieur, le 12 octobre 2015, décide justement de passer à l'action parce qu'il connaissait toutes mes faits et gestes. Il savait ma routine avec les petits. C'est vraiment un truc bien calculé. Je sais ce que tu fais à 8 heures du matin, à midi, je sais ce que tu fais, et le soir, je sais ce que tu fais, avec qui tu es et qui n'est pas là. Donc, comme il connaissait ma routine, il est venu. À ma grande surprise, en ouvrant la porte, je me suis fait agresser. Il m'a tailladé le visage jusqu'au point de verser l'essence et de me mettre le feu devant le petit, bien vivant, et prendre la fuite, partir. Tailladé, il avait une arme? Un couteau, comme on dit, les longs couteaux comme ça là, que les mamans utilisent pour couper la chèvre. Il vous a fait des marques, vous aviez des marques sur le visage? En fait, oui, là je suis maquillée et le feu a bien caché certaines marques. Mais quand on me regarde par exemple ici, on voit que mon nez a été coupé. J'en avais aussi sur les joues, mais voilà, ça fait que les flammes ont camouflé certains. J'ai ici aussi, mais voilà. Je suis une femme, on arrive à cacher ce qu'on peut. Donc, une fois qu'il a fait son geste, il s'est levé, il est parti, il nous a laissés. Donc, je pense que dans sa tête, c'était, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, elle est morte. Et puis voilà. On peut revenir au moment où vous ouvrez la porte. Quand vous ouvrez la porte, il a... Ben, en fait, à cette époque-là, il faisait froid parce qu'on était déjà au mois d'octobre. On était au mois d'octobre, j'ai mis ma veste, j'ai demandé à mon fils d'aller mettre sa veste pour que j'aille l'accompagner à l'école. Il était, je pense, 8 heures du matin. C'est le matin, putain. Ouais, 8 heures du matin. Et à l'époque, en fait, je fumais. À l'époque, je fumais, donc j'ai dit à mon fils, va mettre ta veste le temps que je sorte dehors, et je fume ma cigarette, et ensuite, je vais te déposer à l'école. Donc, au moment où moi, j'ouvre, en fait, on ouvre tous les deux la porte. Donc, j'ouvre, et lui, il ouvre, parce qu'il y avait la cave qui était juste à côté. Et donc, lui, il ouvre, moi, j'ouvre, donc on s'affronte. Mais bon, comme on dit, la personne qui vient te tuer sait automatiquement que tu vas mourir ce jour-là, mais toi, tu n'es pas au courant. Donc, en ouvrant ma porte, pour moi, c'était comme d'habitude. Tous les jours, je fais le même geste, je n'ai rien à craindre. Voilà. Donc, je me suis vraiment laissée aller, quoi. J'ai ouvert, et une fois que j'ai ouvert, c'est là que j'ai reçu mon premier, ma première tailladation, quoi. Il m'a tailladé le front. Le temps de me rendre compte, j'en ai eu 2 ou 3. Le temps que je me ressaisisse pour comprendre ce qui se passait, il était à l'intérieur, il avait fermé la porte et c'était comme une bagarre. On a commencé à se battre. Et dans ma tête, vu que j'étais consciente en me disant, s'il y a un truc qui doit me tuer, c'est le couteau.
C'est le couteau, il est arrivé avec le couteau, il veut me poignarder et puis il va partir. Donc pour moi, c'est le couteau. Je me suis focalisée sur le couteau jusqu'au moment où on s'est battu et j'avais l'emprise du couteau. J'ai pris le couteau et j'ai commencé moi aussi à m'acharner sur sa jambe. Je me dis, bon, avec la douleur, il va me lâcher et tout, mais apparemment non, parce que il avait pris d'autres choses qui permettaient qu'il ne ressentait pas la douleur. Donc il s'était vraiment préparé en conséquence. Putain. Et une fois que moi j'ai pris le couteau, donc pour m'acharner aussi, je peux dire ça comme ça sur lui, lui avait sur lui, dans sa veste, une bouteille, je peux même dire ce style-là, une bouteille comme ça, remplie, remplie d'essence. Et vu que j'étais par terre, couchée par terre, il a eu le temps d'ouvrir la bouteille, de me verser l'essence du côté gauche et d'allumer le feu et de partir. À ce moment, je me suis relevée. Comme on entend dans le témoignage, pour ceux qui ont écouté, je me suis éteint le feu tout seul. J'ai appelé le policier, l'ambulance. J'ai essayé de mettre mon fils à l'abri pour éteindre le feu, bien sûr. Et ensuite, on est sorti pour aller chercher de l'aide chez les voisins. Et à ce moment-là, justement, l'ambulance arrive, la police arrive. On m'embarque à l'hôpital. Euh, une fois dans l'ambulance, je perds connaissance, quoi. Je perds connaissance. Et ensuite, on m'apprend que, voilà, mon cœur a cessé de battre. Il y a eu identification parce que j'étais considérée morte. Identification par ma maman. Et donc voilà, je ne sais pas s'il y a, il y a d'autres questions, mais voilà. C'est vraiment le topo, quoi, le grand résumé pour ne pas aller au-delà. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me cibler, si tu me permets, Patricia, Yeah. justement sur la violence, pas que pour moi, parce que moi, aujourd'hui, je suis vivante. Amen. Mais il y a d'autres femmes qui passent cette étape. Ce n'est peut-être pas encore arrivé, ça risque d'arriver. Tu risques de sortir vivant ou tu risques de ne pas sortir vivant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sensibilisation. Yeah. On en parle vaguement, en fait. Et moi, j'aimerais justement apporter cette petite touche-là. J'ai été victime, je reste victime, je resterai victime, mais je ne veux pas me victimiser pour autant. Je ne Mhm. veux pas me taire. J'ai besoin justement d'aider parce que je sais que les réseaux sociaux maintenant, c'est partout. Bien sûr. Peut-être que la personne n'aura pas le temps de me regarder en direct, mais peut-être en rediffusion, elle pourra regarder et elle pourra se dire oui, si elle, elle l'a fait, c'est que moi aussi, je peux le faire. Il y a une personne qui me demande, l'homme était de quelle origine, s'il vous plaît? Il était de la RDC, congolais comme moi. Ok. Et il y a une autre personne qui demandait, et le gars, il est où maintenant? Actuellement, la personne, excusez-moi, j'ai une voix super rock. La personne actuellement est en prison depuis 2017, depuis 2017. Mais comme on a vu dans l'interview que j'ai fait avec la RTBF, après le tiers de la peine ici en Belgique, la personne peut demander une liberté conditionnelle. Et ici, ça fait 6 ans que ça s'est passé. Si c'est pas 7 ans, je pense 7 ans maintenant que ça s'est passé. Donc, on arrive vers la tiers de sa peine. Il a écopé de 18 ans, on est à la tiers de sa peine, il peut demander la liberté conditionnelle. Il a pris 18 ans, c'est ça? Ouais. Il a essayé de vous contacter là depuis qu'il est en prison? Non, 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 non. Il n'a jamais essayé de me contacter, ni prendre des nouvelles du petit. En tout cas, j'espère qu'en personne, en humain, même si on pourrait dire que ce type de personnes n'ont peut-être pas de remords ou n'ont peut-être pas de cœur, si je peux dire ça comme ça, De au moins conscience. ils se rendent compte que non, c'est bon, j'ai assez fait de mal, j'ai pas besoin de plus. Donc en fait, lui, sa raison, c'était de vous tuer pour ne pas que notre personne soit avec vous, c'est ça? Ouais. En fait, c'est du style, si ce n'est pas moi, c'est personne d'autre. Mais à Koka et Kobonde, là, non? Moi, je comprends pas les hommes comme ça. Ils passent par la violence plutôt que de te montrer de l'amour, en fait. En fait, ce qui s'est passé, il y a eu, je pourrais dire, 3 étapes dans la relation. Mm. Ces 3 étapes, c'était la relation toxique.
la relation où nous avons été chercher Dieu, justement. On est allé à l'église, on a essayé de changer. Moi, de ma part, et lui aussi, de sa part, à un certain moment, on avait arrêté tout ce qu'on était en train de faire, genre fumer, boire et tout ça. On avait vraiment essayé de nous remettre sur le chemin. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un moment, donc ça, c'est la troisième étape ou la troisième relation, je peux dire ça comme ça. Euh, il a recommencé à fumer, à boire, mais à mon issue, en fait. Je ne savais pas. J'ai commencé juste à remarquer, en fait, le nouveau changement, l'ancienne personne en train de, de revenir. Et c'est là que j'ai compris, ben non, en fait, il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Et c'est l'erreur que beaucoup de femmes font, en fait. Et que beaucoup d'autres aussi n'arrivent pas à sortir de relations toxiques parce qu'on pense au départ que grâce à nous, la personne peut changer. Parce que c'est moi, je peux le faire changer. Je l'ai changé une fois, je pourrais le faire changer une deuxième fois. Et sans oublier que lorsqu'il y a trop d'amour, l'amour se transforme en haine. Ouais, c'est de l'amour malsain, ouais, amour toxique, c'est de l'amour toxique, ça. Pour moi, je dis que c'est toxique. C'est aimer à la folie. C'est-à-dire que tu t'oublies et tu aimes la personne comme si elle représentait ton Dieu. Donc si moi Hein? je ne l'ai pas, personne ne peut l'avoir. Mais vous n'êtes pas, c'est pas comme si vous étiez sa propriété parce qu'il vous a épousé. Mais les personnes comme ça, justement, se mettent dans la tête. Parce que lui, il le disait, non, je l'ai épousée. Donc elle est Tu à moi. comprends? Donc, je l'ai épousée, quoi. Elle est à moi. Mm. C'est pas parce que tu épouses la femme qu'elle t'appartient à 100%. Donc elle n'a pas le droit de te quitter. Elle n'a pas le droit de te quitter et toi, tu n'as pas le droit de changer, en fait. Mais tu as le droit Parce de que l'aimer. Le problème, c'est ça maintenant. Mais si tu n'aimes pas la femme, si tu ne la mets pas à sa place, pourquoi elle doit rester? Les relations toxiques, c'est ce qui tue le mental des femmes, là. Des hommes aussi, mais quand c'est comme ça. justement, c'est pour ça, justement, Patty, que je peux estimer qu'on est en train de faire ce live, justement, pour faire comprendre aux femmes que c'est le genre de relation qu'on veut, on n'est pas là pour dire arrête ta relation, mais prends conscience, en Prends fait. conscience. Prends conscience. Des fois, tu te dis, je suis là et je ne peux pas partir. Parce que moi, ce qui m'a retenu, c'est quoi? C'est du fait que j'étais dans une relation pour la première fois. Je devenais mère et je me disais, mais tu viens de te marier, même pas une année. J'ai pas compté les autres des années qu'on a fait ensemble. J'ai compté le moment où je me suis mariée. Tu viens de te marier et tu veux divorcer. Tu comprends? Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Je ne me suis pas dit qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce que tu en dis. Voilà. C'est ça le Toujours problème. les autres. C'est toujours, on se dit, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Surtout que cette relation, quand je suis arrivée dedans, il y a eu de non, ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher, ça ne va pas tenir. Mais en te focalisant, tu te dis non, moi je vais leur prouver le contraire. Ça va aller, il va changer, il va faire ceci, il va faire cela. Mais que se passe-t-il? Toujours les regards des autres. Likambuya Batunde Tozuboya. Makasi. Ça bug un peu, ouais. Ça a bugué, mais maintenant je pense Ouais, que ça c'est marche bon. pas. Voilà, ouais, j'attendais un peu là. Franchement, on doit arrêter de penser à autre, je vous jure. Mais oui, parce que les autres ne sont pas à notre place. C'est comme la femme qui dit qu'elle est battue, on lui dit de supporter, mais est-ce que toi, tu vas supporter les coups? Tu me demandes de supporter quoi? La bague? On n'est pas là pour supporter la bague. Je pense que si tu vas en ville toi-même, tu vas chez Swarovski, tu te payes une jolie bague, tu te mets au Exactement. doigt, Non, c'est pas une bague. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi, c'est ta conscience. Parce que ce qu'on vit à l'intérieur de la maison, c'est pas ce que les autres voient à l'extérieur. Tu Voilà. peux montrer ce que tu veux à l'extérieur. Mais le problème, c'est que c'est toi qui souffres. Donc, soit tu es égoïste, mais de toi-même, tu te auto-égoïsmes, si je peux dire ça comme ça, parce que tu ne penses pas à toi premièrement.
Et on attend que ça devienne de pire en pire pour se dire qu'on part. Aujourd'hui, on parle peut-être de la femme, mais il y a aussi peut-être des hommes qui nous suivent. Si tu sais que tu es comme Ouais, ça avec ta femme, il y a une chose que tu dois savoir. Les hommes ne comprennent pas. C'est pas lorsque la femme a pris ses bagages, qu'elle est partie, que elle ne t'aime pas. C'est à ce moment-là que le mariage a cessé. Le mariage cesse ou la relation cesse lorsque tu vois l'autre n'a même plus le courage de te reprocher quelque chose. La femme que tu vivais exactement. avec depuis des années, des années, qui t'a toujours dit non, mais écoute, ramasse tes chaussettes sales, ramasse tes culottes, non, fais pas ça, non, fais pas ceci. Le jour où elle arrête de te dire ça, pose-toi les questions. Exactement. Le silence. Ne pense pas qu'elle t'a compris ou ne pense pas que tu es au-dessus d'elle. Non, c'est qu'il y a un départ qui se prépare. Et beaucoup de hommes ne comprennent pas encore ça. Le silence, exactement. Le silence de la femme veut déjà dire beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Exactement. Et pourquoi je le dis aujourd'hui? Je le dis parce que je sais qu'il y a des hommes qui vont nous suivre. Il y a des hommes qui nous suivent. Donc, si tu te reconnais à ça, si tu vois que dans ta maison, vous arrivez à cette étape-là, sache-le qu'il y a un départ qui va se faire. Est-ce que tu vas supporter le départ? Est-ce que tu ne vas pas supporter le départ? C'est ça. Tu Parce vois? que, tu sais, dans les cas de... alors, les cas où les femmes meurent, ils disent que... Parce que j'avais lu, en fait, un article qui disait que les femmes qui sont mortes à cause de la violence conjugale, ce n'était pas forcément pendant l'acte de la violence. C'était pour certaines personnes. Tu vois, la séparation est un grand problème. Pardon, j'étais en train de parler, ça a bugué là. Je ne sais pas si tu as entendu ce que je disais. Ça, j'ai pas bien compris. Ouais. Je disais en fait qu'il y avait un article que j'avais regardé qui disait que, tu vois, lorsqu'il y a la violence conjugale, il peut y avoir, comment dire, la mort. Mais la mort ne vient pas simplement lorsqu'il y a la violence conjugale, elle vient après la séparation. Ce que compte faire maintenant la personne parce que vous êtes séparés. À Toulouse, il y a une personne qui est morte. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais en tout cas, c'est voilà quoi. C'était comment dire, ça s'est ébruité. Cette jeune fille qui a décidé de quitter son copain, elle a pris la décision. Et le gars, un jour, il a décidé que malgré que c'est fini, est-ce que je peux te voir pour parler? Lui, il est venu à l'appartement de la jeune, elle a ouvert la porte, elle a reçu plus de 10 coups de couteau dans le corps. Il y a des gens vraiment, imagine, ils n'étaient même pas mariés. Donc lui, il se dit en fait, comme ton mari, là, ton ex-mari se disait que si c'est pas moi, personne d'autre. Donc il s'approprie la personne. C'est la personne-là m'appartient. Je pense qu'il y a des gens qui aiment d'une manière à s'abandonner, à se lier d'une manière que tu t'oublies, tu oublies ton avenir même. Si dans l'avenir, cette personne n'était pas, comment dire, destinée à rester, je sais pas quoi, pourquoi tu vas sacrifier ta vie. Parce que lorsque tu fais cet acte, regarde ton ex-mari, il se retrouve en prison maintenant. Est-ce que ça valait le coup? Euh, si je peux, ça c'est selon moi. Selon moi, selon mon analyse à moi, ces genres de personnes, en fait, des fois, je pense qu'ils prennent même satisfaction de leur acte. Waouh. C'est pas le fait d'aller en prison. Il y a d'autres personnes qui sont sensibles, tu comprends? Moi, je parle dans le cas de mon ex-mari. Mm. La sensibilité commence déjà lorsque l'étape où tu as tenté de mettre fin à la vie de la personne passe. Il y a une étape où tu dois normalement te remettre en question. Voilà. Il y a l'étape où tu aimerais bien demander pardon. Il y a Mm. l'étape où tu aimerais bien tourner la page et essayer de recommencer une nouvelle vie. Mm. Mais avant de vouloir recommencer une nouvelle vie, il y a la remise en question et il y a le pardon. Mais si tu n'es pas encore passé par ces étapes-là, c'est qui veut dire que cette personne est peut-être prête À recommencer. à recommencer. Waouh. Vous appréhendez ça? Vous vous dites que s'il sort, il peut faire ce genre de choses encore? Oui, parce que pour moi, il n'a pas passé les étapes.
il n'a pas passé les étapes. Et depuis que ça s'est passé, que ce soit lui, que ce soit sa famille, il n'y a personne qui est venu vers moi. Sauf le petit frère qui, lui, m'a mise au Vous a parfum de ce qui prévenu. venait se passer. Hmm. Mais tel quel les adultes, ceux qui étaient présents le jour du mariage, personne. Et tant qu'une personne comme ça, pour moi, n'est pas encore passée par ces étapes-là, pour moi, je trouve que c'est une personne qui est encore capable de recommencer. Le jour où vous avez été attaqué, votre fils, il était là. Donc, du coup, on aimerait savoir, votre fils aujourd'hui, il va comment dans tout ça? Est-ce qu'il est suivi psychologiquement? Au départ, c'était très dur. Parce que c'était un gamin de 4 ans, allez-y pour faire comprendre un gamin de 4 ans ce qui se passe et tout ça. Bien qu'il a compris de sa propre manière, il s'en est fait des dessins, il s'en est fait des images façon lui. Mais c'est vrai, au départ, on a eu un suivi psychologique. Et ensuite, moi, en tant que mère, j'ai demandé au psychologue, en fait, comment je pouvais fonctionner pour ne pas ramener mon fils à chaque fois voir un psychologue. Parce que je sais qu'il n'est pas fou et qu'il est bien compréhensible. Hmm. Donc, avec le psychologue, on a fait un travail sur moi. Et moi, j'ai fait un travail sur mon fils. Donc, c'est comme si on faisait une thérapie à deux, au lieu de rajouter une troisième personne. Et donc, j'ai appris à mon fils à parler de ça, s'il en sentait le besoin. Et j'ai appris à lui dire la vérité. Chose que j'essayais de camoufler parce que voilà, c'est pas facile hein, de dire à son fils, ouais, ouais, c'est bien ton papa que tu as bien vu, qui a fait ça et ça, quoi. Mais j'ai appris justement à dialoguer avec lui, à lui faire sortir ce qu'il ressentait. Aujourd'hui, il a 10 ans. Il se porte à merveille. Un bon élève. Il a les activités extrascolaires. Donc, non, on a repris du poil de la bête, que ce soit lui, que ce soit moi. On a fait notre propre thérapie. La thérapie, elle a duré combien de temps avec le psychologue? Parce que le psychologue, c'est pas pour les fous, c'est pour les gens en fait qui ont vécu aussi un traumatisme. Ils sont là vraiment pour aider. Je pense Mais que le nous, les psychologue, Congolais, on a l'impression que c'est pour les fous, mais je ne pense pas que ce soit pour les fous. le problème, c'est nous. Pardon. Le problème, c'est nous, les Africains, qui pensons comme Ouais, ça. Que le d'accord. psychologue, c'est juste pour les fous. Hmm. C'est pas pour les fous. Parce qu'à ce moment-là, moi, je n'étais pas folle. C'est Mais il y vrai. a eu un traumatisme qui s'est passé et beaucoup de personnes n'en parlent pas. C'est comme on dit, je vais donner un bête exemple. On dit souvent que chez nous, les Africains,